Bonjour Claude, bienvenue dans cette Bonjour Nicolas. matinale. Quel bel, Bonjour, bonjour. quel beau fond Ouais, d'écran. c'est un beau fond, avec, Je mais le m'interroge. sachet, voilà, mais il y a de quoi s'interroger parce que le sachet derrière moi, là, alors Du évidemment, chocolat. c'est écrit à l'envers, mais ça, non, pas du tout, c'est de la poudre de cricket. C'est marqué cricket en anglais, c'est marqué cricket Oh, powder. quelle horreur. Et ça fait des petits pains sympathiques. En fait, pourquoi j'ai mis ce fond? Parce Ben que, oui, dis-nous, mais je crois le savoir malheureusement. Oui. ouais, tu crois le savoir, hein, bah oui. C'est que la nouvelle dinguerie donc de l'Union européenne, parce que ça n'arrête jamais. En fait, ces gens n'arrêtent jamais. Ah Et non, c'est ça qui est dramatique, c'est donc on les qu'ils n'arrêtent arrêtera pas, ils jamais. Je n'arrêteront sais pas. pas. C'est infernal. Ces gens ne s'arrêtent jamais. Et en fait, le 20 janvier 2025, donc c'est quand même très récent. Et là, j'ai le document officiel surligné que j'ai surligné parce que quand même. Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne, donc une commission, a autorisé la mise sur le marché de la poudre de larves entières de, alors là, le nom Tenebrio molitor, le ver de farine, en gros, traité aux Molitor. UV, mais molitor, mais le Tenebrio molitor, c'est le ver de farine, traité aux UV en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d'exécution de 2017. Alors, sur le coup, j'ai dit, tiens, c'est parce que je savais que la farine de grillon était déjà autorisée. Et c'est pour ça que j'ai mis en fond le cricket powder. Parce que cette farine de grillon, peut-être que peu de gens le savent, mais elle est déjà présente dans les pâtes à pain, dans les pâtes à pizza, dans les pâtes à panini, enfin tout ce qui est pâte industrielle, évidemment. Mais là, alors là, ils viennent de nous sortir donc de la poudre de larve entière traité aux UV, autorisé, là, depuis le 20 janvier 2025. Et alors, ce que j'aime, c'est que dans un, bon, il y a, je sais plus combien d'articles dans ce règlement d'exécution. Et alors, dans son avis scientifique, l'autorité a également relevé que sa conclusion sur la sécurité de la poudre obtenue à partir de larves entières de Tenebrio molitor traitées aux UV était fondée sur les études et données scientifiques. Ah, bah tiens, on est rassuré, à savoir la description détaillée du procédé de fabrication et les résultats détaillés des analyses de composition, sans lesquelles elle n'aurait pas pu évaluer le nouvel aliment et parvenir à sa conclusion. Bon, ben voilà. Ça, c'est la nourriture d'aujourd'hui, j'allais dire de demain. Ben non, c'est déjà aujourd'hui. Voilà. Donc, bienvenue. On est déjà, c'est le jour d'après. C'est le jour d'après, de toute façon. C'est le jour d'après. Ben ça, on risque d'en parler avec mon ami Jean-Loup tout à l'heure, puisque effectivement, on a tout un chapitre qui est traité dans l'abondant français. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, mais quand même, c'est incroyable. Hein. Dès qu'on met la main sur des documents officiels, c'est ahurissant quand même. C'est ahurissant parce que tant qu'on ne met pas la main sur les documents officiels, on ne peut que supposer en réalité que tout d'un coup, on s'aperçoit que là, on peut pas me traiter de complétiste. Hein. C'est vraiment écrit noir sur blanc au règlement de l'UE. Voilà. Adoubé, entériné par les technocrates de la Commission européenne. Voilà. Merci Bill Gates derrière. Rappelle-nous la maison d'édition de l'abandon français, livre coécrit avec Jean-Louis Ambert. Les éditions Jean-Cyril Godefroy. Voilà. Ça, vous aimez ça, hein, les éditions Jean-Cyril Godefroy, comme Laurent Arthur Duplessis, comme François Martin, on dirait qu'il y a une filière. Hein. Ah, écoute, très bien, excellente maison ouais, d'édition. Écoute, voilà. Donc voilà, c'était la courte explication sur la poudre de cricket. Alors, les sujets sont nombreux, mon cher Claude. Peut-être débuter par les éléments, le contexte français. Je crois que tu voulais nous dire quelques mots de la garde à vue de Castex. On ne pensait pas que le plus con d'entre nous, hein, il y avait le meilleur d'entre nous, c'était Juppé selon Chirac, mais alors le plus con d'entre nous,
hein, l'équivalent d'un Barnier de macroniste, Castex pourrait se retrouver en garde à vue. Et oui, ce bon Castex. Mais attention, sous son air, j'allais dire bête et sa vue basse, hein, parce qu'il a l'air comme ça. En réalité, attention, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce que, quand même, alors, bon, déjà, commençons par le commencement. Grâce à un signalement effectué par l'association Anticorps, qui avait signalé cela en décembre 2023, effectivement, Jean Castex a été mis en garde à vue pour quand même détournement de fonds publics, faux, usage de faux, enfin bref, pas mal quoi. Tout ça dans une association, je sais plus laquelle, du Canigou là-bas, puisque c'est dans les Pyrénées, c'est dans le Gers, puisque lui, c'est un Gersois. C'est un Gersois. Alors, ce qui est quand même un peu fou, c'est qu'on se rend compte que ces gens, plus ils en ont dans la poche et plus ils en veulent. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais pour l'instant, il y a la présomption d'innocence, certes, mais de toute façon, quand même, je trouve que quand même, tous ces politicards ont quand même des casseroles. C'est plus des casseroles qu'ils ont, c'est presque des marmites, je vais dire. Que ça soit d'ailleurs Bayrou qui en ce moment, ça chauffe un peu pour lui avec l'affaire de Bétaram. Donc non, Jean Castex, paf, allez. Alors, quand je dis que Jean Castex, on se rappelle quand même le contexte quand il était Premier ministre. Je pense que tout le monde s'en rappelle de cette super déclaration. À un moment donné, il a dit, attention, prendre le café debout au comptoir est interdit parce que, paf, vous allez vous prendre le machin, là, vous savez, s'il circulait en pleine poire. Ça vole assez haut, ces virus. Ça vole assez haut. Et puis, il avait ajouté de suite, mais en revanche, prendre le café assis est autorisé parce que là, ça passe au-dessus. Oh, on s'est dit, la vache, il est Premier ministre, lui, quand même. Ah ouais, quand même. Oh, on s'est dit, c'est du dressage social, quand même, de la pire des espèces. La pire, c'est vraiment du dressage social. C'est quand on y repense a posteriori. C'est invraisemblable. Mais elle a été récompensée quand même pour ses bons et ses loyaux services, puisque, en fait, il a été renouvelé pour 5 ans. En octobre 2024, donc ça va l'emmener jusqu'en 2029 à la direction donc de la RATP. Mais attention, il est chargé justement d'ouvrir à la concurrence les trams et les bus parisiens et le métro. Et c'est pour ça qu'il a été placé là. C'est-à-dire que ça, peut-être peu de gens le savent, mais normalement, dans les plans qu'il a, c'est le tramway donc serait ouvert à la concurrence en 2030 et le métro va être ouvert à la concurrence en 2039. Donc déjà, lui, il a été reconduit à la présidence de la RATP le 9 octobre 2024, donc ça va l'emmener en octobre 2029. D'ici qu'il soit encore reconduit, et il va nous mettre en place donc l'ouverture à la concurrence donc de la RATP et des bus et métros parisiens, ce qui va être un joyeux, j'allais dire un joyeux bordel, mais ça va être effectivement, je pense, un joyeux bordel. Ouais. Pour les usagers déjà, parce que déjà qu'il y a des petits soucis quand même au niveau souvent du métro. Alors là, ouverture à la concurrence, ça va devenir j'ose même pas y penser. Donc voilà, donc Castex, attention. Sujet autre, Claude, pour avancer rapidement, parce que nous aurons donc Jean-Loup Isambert, ton collègue, qui viendra nous rejoindre à 8h, et dès 8h15, on vous aura tous les trois avec le général de Lavarde à peu près jusqu'à 8h45, avant de vous laisser et d'avoir le général de Lavarde seul. Donc, Claude, est-ce qu'il serait possible parce que là, c'est un sujet que tu dois connaître par cœur, et ce qui te donne raison, enfin, tu fais partie de ces gens qui ont longtemps crié dans le désert, sauf que maintenant, ça a de la résonance. Et la résonance, elle est forte, elle vient des États-Unis et de la Maison-Blanche et du Doge, de Musk et de la vice-présidence, c'est-à-dire le scandale USAID. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais si tu as quelques pépites, quelques éléments qui n'ont pas été traités sur des sources sur des financements de certaines ONG ou autres dont on n'a pas trop parlé dans la presse, justement, on compte sur ton travail d'investigation. Déjà, je ne sais pas si ça a déjà été traité, mais c'est bien de le rappeler de toute façon, c'est que l'AFP
a reçu des centaines de Ah milliers de oui. dollars de la part de Tu ne l'UCED. suis pas mes émissions du midi. J'ai fait une émission, j'ai consacré la semaine dernière 1 heure pratiquement à ce sujet. Bon, mais Alors, allez, je ne vais pas en parler. je plaisante, vas-y. Alors, je ne vais, alors, je ne vais pas en parler, mais c'est bon quand même de le rappeler parce que c'est quand même intéressant quand même que l'agence Scandaleux. France Presse, qui est quand même une Scandaleux. énorme agence, ait été financée par l'UCED quand même. Et pas avec des petites sommes hein, quand même. Quand Ah oui. même, si j'en crois les documents que j'ai un peu sous les yeux, rien que au cours des 12 derniers mois, l'AFP aurait reçu 447 000 dollars donc, au cours des 12 derniers mois, ce qui est quand même pas une bagatelle. Hein. En revanche, là, ce qui vient de tomber sur les téléscripteurs, alors je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, c'est que le président serbe vient de dénoncer que l'UCED avait investi minima 3 milliards d'euros pour déstabiliser son pays. Et là, ça vient de tomber. Oui. C'est pas mal, hein, il est 3 pas milliards d'euros. On s'en doutait. 3 hein. milliards d'euros pour déstabiliser son pays. Et là, il n'est pas content, le président serbe, et il a raison. Moi, à sa place, je ne serais pas content non plus. Je serais pas content non plus. Voilà, c'est ça. Et donc, ça aussi. Donc, en réalité, on s'aperçoit que l'UCED était vraiment un organisme pourri qui était chargé de déstabiliser, entre autres, hein, donc, des gouvernements et des pays souverains. Et là, effectivement, le président Vučić, eh ben, il vient de le dénoncer et je crois que c'est tombé ce matin. Voilà. Mais ce qui est navrant dans tout ça aussi, c'est que en réalité, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est gouverné de plus en plus par des gens qui sont pas très intelligents, dans le sens où une personne intelligente, elle peut reconnaître ses erreurs et se dire que elle peut avoir tort. Mais en réalité, moins une personne est intelligente et plus effectivement elle est persuadée d'avoir raison. Il faut reconnaître que nos dirigeants psychorigides, avides d'une soif d'approbation de leur ego d'ailleurs surdimensionné, en communique horizon. Et c'est ça le drame, une guerre prochaine contre la Russie. Et ça, il faut quand même bien avoir conscience, et il faudrait que la majorité des Français aient conscience que malheureusement, ça nous pend au nez parce que cette clique, comment on pourrait appeler ça, d'idéologues européistes battent en guerre, joue vraiment contre les intérêts des peuples, et que cette clique nous entraîne jour après jour encore plus profondément dans des abysses insondables où les lumières sont quasiment et même totalement absentes. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a une clique de va-t-en-guerre stupide, bête et méchant, et qui veulent absolument nous entraîner envers et contre tout contre une guerre contre la Fédération de Russie. Et évidemment, en tête de gondole, j'allais dire, on a le Premier ministre anglais au passé douteux, Keir Starmer, nous avons le président français Emmanuel Macron, qui sont tous les deux les chefs de file donc pour aller à contresens de l'histoire, puisque en réalité, ils vont totalement à contresens de l'histoire. Alors, c'est le trio infernal, hein, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Ursula von der Leyen. On a vraiment le trio infernal. Et ça nous ferait des vacances s'ils étaient poussés dehors, parce que franchement, ça commence à bien faire. Voilà, c'était un peu le petit coup de gueule que je voulais pousser. Ma théorie, et j'en parlerai ce midi, vraiment à 12h30, je vais faire 3/4 d'heure, 1 heure, spécialement sur ce côté va-t-en-guerre de Macron. Et en effet, comme tu as raison d'ajouter Keir Starmer, qui est mouillé jusqu'au cou dans des affaires ignobles de gangs pakistanais violant des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de jeunes filles anglaises, cet individu. Et donc, je pense, moi, que Davos et cette oligarchie cherchent à piller ce qu'il reste à piller parce qu'ils accepteraient d'augmenter, c'est ce que je disais dans la revue de presse tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, ils accepteraient, les Européens, d'augmenter la possibilité de déficit budgétaire de chaque État, mais il faudrait évidemment des gages très sérieux pour éviter une augmentation des taux d'intérêt avec un déclassement de la note. Et qu'est-ce qui reste comme pognon? Eh ben, notre pognon et les derniers bijoux de famille. Ils vont piller comme ça le reste sur une menace fictive, sur une menace inventée. C'est ignoble. Est-ce qu'on va laisser faire ça jusqu'au bout? Bah, écoute, c'est à souhaiter que non. Maintenant, je suis un peu quelquefois, je regarde un peu autour de moi, je me dis, mais quand est-ce que les gens, en majorité, vont se réveiller? Je parle pas de ceux qui nous écoutent ce matin ou qui vont nous écouter. Bien sûr qu'on a affaire à des gens réveillés, et bravo à vous d'ailleurs, hein, bravo à vous tous qui nous suivez, mais je veux dire, il faudrait essayer de convaincre un peu et d'essayer d'ouvrir un peu les yeux
des autres, parce que leur dire, mais attendez, vous êtes sur quelle planète là? Vous vous apercevez pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même, hein, que quelque chose est pourri dans mon royaume de France, comme c'est le sous-titre de notre livre avec Jean-Louis Zambert. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Donc, il est vraiment temps, ouais, effectivement, de se réveiller. Alors, si tu le permets, Nicolas, je ne sais pas quelle heure il est, ouais. J'ai enquêté aussi. Dans l'espace de temps qui nous est imparti et qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc, de quoi veux-tu... Moi, il y a un sujet sur lequel je veux vraiment te questionner, et tu sais lequel, mais avant, si tu as autre chose à dire, c'est le moment. Je voulais évoquer un peu, je viens d'enquêter sur Palantir. Alors, Palantir, c'est... Justement. Palantir, alors si des gens connaissent pas trop, c'est communément appelé Big Data. C'est une entreprise qui a été créée en 2003, qui s'occupe effectivement beaucoup de collecter des informations et par ricochet de création de logiciels, etc., etc. Et par ricochet, bien évidemment, cette société est mouillée un peu dans l'espionnage industriel, un peu, même beaucoup d'ailleurs. Alors Claude, juste pour rappeler, parce que tu participes à la revue de Géopolitique Profonde, je le disais, c'était au mois de janvier, tu as fait un article hommage au peuple syrien. Donc il faut que tu saches, si tu n'as pas lu les numéros précédents, c'est que Laurent Ozon a déjà fait un article sur Peter Thiel et sur, entre autres, Palantir, et je l'ai interviewé il y a de cela 3 mois à peu près, sur ce sujet. Mais nous ne sommes pas allés aussi loin que tu vas aller aujourd'hui, Claude. Voilà, mais je voulais le dire. Oh, bah, aussi loin, je ne sais pas, mais en tout cas, son nouveau PDG s'appelle Alex Karp. Pas Karp le poisson, hein, mais il n'est pas muet, lui. Hein. Bon, passons, c'était le jeu de mots peut-être un peu stupide, mais bon, des fois, je ne peux pas m'en empêcher, c'est un peu comme ça. Bref, non, ce qui est intéressant, c'est déjà qui sont les actionnaires de Palantir. Alors, je vous le donne en mille, tous. Ben, on se retrouve avec Vanguard, Fiduciary Trust Company, avec 221 millions d'actions, soit 10%, 10,16% quand même de Palantir. En dessous, nous avons The Vanguard Group, parce qu'ils ont des filiales, avec pareil, le même chiffre, avec 221 millions d'actions. Et en dessous, nous avons BlackRock Advisor, 139 millions d'actions, et le petit dernier, qui est, je ne sais plus combien ils en ont des actions, mais beaucoup aussi, c'est State Street. Donc on voit bien que l'oligarchie financière mondiale est actionnaire principal de Palantir, donc dirige Palantir. C'est intéressant. En plus, moi, ce que j'ai noté très rapidement, c'est que Palantir a lancé un logiciel, entre autres, dédié à la fusion, la visualisation et le travail opérationnel sur des données. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont baptisé ce logiciel Gotham. Gotham, Batman, l'Empire du Mal. Donc, déjà, je ne sais pas, baptiser son logiciel Gotham, faut quand même en avoir. Et c'est la mafia. Oui, c'est Batman. C'est la mafia. et c'est le Joker. Du mal, c'est Gotham, c'est le Joker, quoi. Donc déjà, il faut quand même le faire. Je ne sais pas, quand on brasse quand même 800 et quelques millions d'euros, parce que le chiffre d'affaires de Palantir, l'année dernière, c'est de plus de 800 millions d'euros quand même, de dollars. Tu veux dire millions ou milliards? Millions. Non, c'est l'année dernière, le chiffre d'affaires de Palantir a atteint un niveau record de 828 millions de dollars, soit une croissance de 14% par rapport aux 726 millions de dollars du trimestre précédent. Non, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Palantir, c'est quoi? Palantir, c'est utilisé. Alors, les clients de Palantir, c'est déjà la CIA, la NSA, le FBI, l'US Marine, l'Air Force, etc., etc. Donc déjà, ça pose le décor. Palantir a comme client, je vous le donne en mille, Airbus, Forvia qui est un équipementier automobile, faut le savoir, c'est la fusion de Faurecia et d'une autre société. Et Stellantis, le géant automobile européen. Donc déjà, on voit bien qu'il y a de l'espionnage déjà industriel, et ça rejoint ce qu'on a traité aussi dans notre livre avec Jean-Loup, c'est-à-dire l'extraterritorialité du droit américain. Ça veut dire qu'en réalité, grâce à cette application de l'extraterritorialité du droit américain, eh bien, toutes les
données, toutes les informations personnelles et industrielles sont envoyées directement aux États-Unis via des sociétés comme Palantir. Et pour terminer avec Palantir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que Palantir commence à investir de plus en plus dans la pharmaceutique. En 2021, ils ont investi 30 millions de dollars dans une nouvelle entreprise pharmaceutique qui s'appelle Roivant Sciences. Et ils ont investi aussi 20 millions de dollars dans la pharmaceutique Cellularity. Mais encore plus intéressant, c'est que, et là, j'invite tous les internautes à le vérifier, c'est que vous cliquez sur le site de Palantir et vous regardez la lettre que vient de publier donc le nouveau PDG de Alex Karp de Palantir. Et la conclusion de cette lettre, c'est incroyable quand même. Voilà, il s'exprime comme ça. Il dit d'abord, il parle effectivement des très bons résultats, bien sûr, parce qu'il faut attendez, j'ai mon chat qui arrive du dehors et qui veut se mettre sur mon ordinateur. Une chatte noire, voilà. Et en fait, il écrit, voilà, comme l'écrit Samuel, et je le cite texto, comme l'écrit Samuel Huntington, qui est en fait un écrivain, enquêteur américain et qui a écrit un bouquin, je crois que ça s'appelle un géopolitologue, le choc, oui, bien sûr, la guerre, voilà. Bien sûr, le choc. Et en fait, donc il écrit, voilà, comme l'écrit Samuel Huntington, l'essor, écoutez bien, l'essor de l'Occident n'a pas été rendu possible par la supériorité de ses idées, de ses valeurs ou de sa religion, mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Il termine, les Occidentaux l'oublient souvent, les non-Occidentaux jamais. Extraordinaire. Le PDG Alex Karp qui dit, voilà, sa supériorité de l'Occident à utiliser la violence organisée. Il faut quand même le faire. Voilà, c'est-à-dire, ils ne se cachent même plus. C'est-à-dire que si on va fureter sur leur site internet, ils ne se cachent plus. Ils affichent, on est violent, et ben on va continuer à être violent. Voilà. C'est quand même assez incroyable, quoi. Et il a déclaré il y a pas longtemps aussi que de toute façon, bien l'utilisation des données effectivement par Palantir a été quelquefois utilisée pour tuer des gens, parce qu'on revient sur des logiciels. Alors ça, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire, ça. Il est équipementier. En fait, c'est tout ce qui est logiciel et ça touche aussi aux drones. Donc, à partir de ce moment-là, il a lâché quand même que l'utilisation des informations ont été utilisées via des drones ou via de l'armement d'ailleurs militaire, puisque quand même, il faut quand même pas oublier que Palantir a un pied dans la CIA, dans la NSA, dans la FBI, etc., y compris l'US Air Force Marine, etc. Donc, ça a été utilisé à des fins militaires et donc ça a tué des gens. Et il l'explique pas comme ça, mais il l'explique. C'est ton interprétation, ça. Il dit quand même que ça a été utilisé pour tuer des gens, que des logiciels et des informations ont été utilisés pour tuer des gens. C'est tout ce qu'il dit, il n'en dit pas plus. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.